Mes chers collègues, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Premier conseil municipal de l'année 2023 qui s'orientera bien sûr comme d'habitude sur le débat d'orientation budgétaire. Vous nous excuserez, on a rajouté 3 délibérations parce qu'il faut absolument qu'on avance sur certains dossiers. Donc on délibérera en préalable sur ces 3 délibérations-là. Donc avant de commencer, on va procéder à l'appel. Donc Madame Girard Christine. Présente. Monsieur Pizot Anthony. Présent. Madame Prignol Françoise. Présent. Monsieur Gaury Gilles. Présent. Madame Vangelisti Catherine. Présente. Monsieur Colin Benoît. Présent. Madame Faugu Monique. Présent. Monsieur Pasquini Laurent a donné pouvoir à Monsieur Pizot. Madame Meslar Laurence. Présente. Monsieur Faugu Antoine. Présent. Madame Fauconi Manon a donné pouvoir à Madame Girard Christine. Monsieur Schiavo Christian. Présent. Madame Portier Sylvie. Monsieur Buzon Victor a donné pouvoir à Monsieur Benoît Colin. Madame Bernard Vanessa. Madame Casini Marie-Christine. Madame Labande Christine. Monsieur Molinari Michael m'a donné pouvoir. Madame Fitzner Christelle. Monsieur Fioretti Christophe. Madame Renaud Nicole. Monsieur André Oceda a donné pouvoir à Monsieur Patrick Sanson. Monsieur Sanson Patrick. Présent. Madame Pouchois Marjorie. Monsieur Daguet-Guy, bon, on va voir s'il va venir. Monsieur Beaujardin-Guy. Madame Daguet-Catherine. Et Monsieur Étienne Jacquat. Donc, je déclare le quorum atteint et donc je déclare la séance ouverte et je désigne Madame Girard comme secrétaire de séance, comme à la coutume. Donc, avant de commencer, donc, il faut adopter le procès-verbal de la séance précédente. Donc, avez-vous des interventions à faire? Sinon, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 1, c'est l'autorisation de solliciter de l'État la modification du transfert de gestion du domaine public maritime de l'arrière-plage de Penaud. Et je cède la parole à Monsieur Pizot. En 2018, le préfet du Var a accordé à la commune le transfert de gestion de l'arrière-plage Penaud pour une durée de 30 ans. Dans le cadre de la réorganisation de l'espace de l'école municipale de Voile, la commune souhaite solliciter de l'État un avenant au transfert de gestion initial. Le tableau qui vous a été transmis dans la délibération détaille les modifications que la commune souhaiterait apporter au lot numéro 3 qui représente l'espace dédié à l'école municipale de Voile. Le plan annexé représente l'emprise du nouveau projet. Cette réorganisation de l'espace permettra d'accueillir les élèves et les usagers dans des conditions optimisées, d'agrandir les espaces de stockage des supports nautiques. Cela permettra également une désartificialisation par le retrait du lot 3D et le remplacement du terrain de basket par un terrain de beach volley, donc en sable. Il convient donc d'obtenir l'accord du représentant de l'État pour cette modification interne au périmètre du transfert de gestion avant de lancer les procédures d'urbanisme et les marchés publics. Je vous propose en conséquence d'approuver le principe de solliciter un avenant au transfert de gestion de l'arrière-plage de Penaud visant à réorganiser les espaces dédiés à l'école municipale de Voile et de solliciter Monsieur le préfet à ces fins. Merci Anthony. Avez-vous des observations? On vous écoute, Madame Daguet. Oui, Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Donc, le préfet a déjà été approché pour ce transfert de cette modification? Oui, tout à fait. On a travaillé en amont avec lui quand même pour lui présenter le projet et on a un accord un peu tacite par rapport à la nouvelle surface de cette école de voile. Avant de dépôt pour ne pas perdre de temps en fait lors de des autorisations à déposer. Il n'a pas de remarques sur le fait que la superficie bâtie dure passe à 300 mètres carrés au lieu de 177 mètres carrés. Non, parce qu'on désartificialise en fait beaucoup. On enlève tout le parking qui est en enrobé, qu'on remplace par du sable. Donc en fait, quand on fait les plus et les moins, on se retrouve quand même avec une grosse désartificialisation des sols. D'où son accord. Sinon, il ne nous l'aurait pas accordé. Merci. Je vous en prie. Alors, on peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Le point numéro 2, le principe du recours à une délégation de service public des bains de mer sur le domaine public maritime, donc l'exploitation dans l'eau de restauration de débit de boissons sur la plage Penaud. Et je laisse la parole à Monsieur Colin. Merci Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2018,
l'État a accordé le transfert de gestion du domaine public maritime de l'arrière de la plage Penaud à la commune. Dans le cadre du transfert de gestion, le haut de la plage Penaud permet l'exploitation d'un lot de restauration débit de boissons de 222 mètres carrés. C'est en application de cette disposition que la commune a choisi la délégation de service public afin d'encadrer la gestion de cette partie du domaine public maritime. Une convention d'exploitation a donc été signée le 15 avril 2019 pour une durée de 4 ans. Celle-ci a été prolongée jusqu'au 15 novembre 2023 par une délibération en date du 27 septembre 2022. Dans le cadre de la relance de cette concession, je vous propose donc d'entériner le choix de déléguer l'exploitation des services de restauration de la plage Penaud conformément aux règles applicables aux délégations du service public et de lancer à cet effet une consultation sur la base du rapport annexé à la présente. La commission de concession et de délégation de services publics, compétente en la matière depuis la délibération 2002-04-010 en date du 31 juillet 2020, sera ensuite chargée de dresser la liste des candidats admis à déposer une offre, puis d'examiner ces offres afin de proposer à Monsieur le maire les candidats avec lesquels il conduira la procédure de négociation, pour enfin revenir devant vous lors d'une prochaine séance afin que vous l'autorisiez à signer les contrats de délégation de service public. Merci Benoît. Avez-vous des observations? Donc on va pouvoir procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe au point numéro 3 avec l'adoption du règlement budgétaire et financier de la ville de Carqueiranne. Je te laisse la parole, Gilles. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Engagé dans une démarche durable de modernisation de ses processus comptables et des documents budgétaires réglementaires de la collectivité, la commune de Carqueiranne s'est portée candidate à l'expérimentation du compte financier unique. Le passage à la M57 est une condition à l'adoption de ce CFU. Dès lors, il en découle les impératifs suivants. Adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 en lieu et place de la M14 lors du conseil municipal du 5 décembre 2022. Révision des méthodes d'amortissement comptable lors du conseil municipal du 5 décembre 2022. Signature de la convention avec la DDFIP pour le compte financier unique, toujours le 5 décembre. Adoption d'un règlement budgétaire et financier fixant le cadre et les principales règles de gestion applicables à la collectivité pour la préparation et l'exécution du budget, objet de la présente délibération. Le règlement budgétaire et financier de la commune formalise et précise les principales règles de gestion financière qui résultent du Code général des collectivités territoriales, de la loi organique relative aux lois des finances du 1er août 2001 et du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités. Il définit également des règles internes de gestion propres à la commune dans le respect des textes ci-dessus énoncés, conformément à l'organisation des services. Il rassemble et harmonise des règles jusque-là implicites ou disséminées dans diverses délibérations et notes internes. Il s'impose à l'ensemble des services et renforce la cohérence et l'harmonisation des procédures budgétaires en vue de garantir la permanence des méthodes et des processus internes. Le présent règlement budgétaire financier évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires, ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion. Je vous propose en conséquence d'adopter le projet de règlement budgétaire et financier qui vous a été transmis. Merci Gilles. Avant de procéder au vote, avez-vous des observations? Oui. Dans le règlement, l'article 24 et l'article 25, vous parlez d'un inventaire matériel et l'inventaire matériel de la commune. Donc est-ce qu'il existe, cet inventaire? Monsieur Gury, c'est pour vous la question. Je crois que c'est obligatoire. Alors, oui, tout à fait. Non, c'est une très bonne, c'est une très bonne remarque. C'est un dossier sur le, voilà. On va avoir un exemplaire. Allez. Moi donc... aussi, monsieur le maire, excusez-moi. Ah, pardon, excusez-moi. Pardon. On avait déjà voté un règlement budgétaire dans une délibération précédente. Monsieur Bory, monsieur le maire.
Celui où on parlait... Le 5 décembre, oui. 5 décembre 2022, on avait effectivement validé une délibération sur le sujet. Il annule et remplace le précédent Exactement, règlement financier. Donc là, le circuit du nombre d'offres à remplir pour les marchés de faible valeur, il a été modifié aussi. Le marché à faible valeur, Oui, c'est-à-dire qu'il fallait proposer 3 offres en dessous d'un certain seuil, ce qui alourdissait considérablement les procédures internes de la collectivité. Donc, est-ce que cette disposition est toujours dans ce document-là ou finalement elle devient obsolète? Pas qu'on l'ait mis, ça. On n'a pas modifié ça. Réglementaire. Les marchés publics, c'est pas la même chose. Sur les marchés publics, il y a des droits de vie. Les procédures de bouche, les procédures un peu complexes, en dessous de 40 000 euros. C'est un autre règlement, donc. Et celui-là n'est pas modifié. C'est pas la même chose. Très bien, merci. Avez-vous d'autres observations? Sinon, on ne va pas pouvoir passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 4, donc c'est le débat d'orientation budgétaire. Donc, la loi nous impose, et vous le savez, la tenue de notre débat d'orientation budgétaire. Les différentes mesures prises depuis notre élection ont été nombreuses et courageuses. Elles nous ont permis et nous permettent aujourd'hui de fonctionner et d'investir. Aujourd'hui, la collectivité fonctionne avec un fonds de roulement de plus de 60 jours, une capacité de désendettement de 5,11 années, une CAF brute de plus de 3,5 millions d'euros, une CAF nette de plus de 1,9 million d'euros. Nous n'utilisons plus la ligne de trésorerie et nous n'avons pas emprunté en 2022. Nous avons un autofinancement suffisant pour investir et nous avons diminué la dette de 2,4 millions d'euros sur les SPA, donc les services publics administratifs, que ce sont le budget de la commune, le CCAS, la caisse des écoles, et en ayant intégré, en englobant le budget de la ZAC. Donc l'encours de la dette sur les SPA, donc les services publics administratifs, est donc passé de 21 677 711 euros à 19 247 159 euros. Rappelons-nous quelques chiffres. À notre arrivée, moins 10 jours de fonds de roulement, 17 années 73 de désendettement, une CAF brute de 900 000, une CAF nette de moins 400 000, un emprunt systématique, d'avoir écorché, d'1,5 million avec une ligne de trésorerie d'1,5 million. Ces décisions se sont avérées judicieuses. Elles nous ont permis de supporter à la fois la crise sanitaire et toutes ses problématiques, les décisions gouvernementales avec le doublement de la pénalité SRU de 315 000 euros à 630 000 euros, l'arrêt de la taxe d'habitation progressif avec ce coefficient correcteur qui nous inquiète, car il n'a pas de taux évolutif, la poursuite inexorable de la diminution de la dotation globale de fonctionnement, dont je vous rappelle qu'elle était de 1,5 million en 2012 et qu'aujourd'hui elle est à 210 000 euros. Et l'imprévision des marchés que la commune a dû et doit supporter, ce qui n'est pas négligeable. À cela, il a fallu aussi rattraper les pénalités SRU sur des projets déduits par l'ancienne municipalité, mais jamais réalisés à hauteur de plus de 850 000 euros. Ce qui a représenté 1 380 000 euros de pénalités en atténuation de produits en 2022. La guerre en Ukraine, qui entraîne une augmentation de l'inflation et par conséquent l'augmentation des charges générales. Le rachat du terrain Malocena à CDC Habitat, qui rentre dans le foncier privé de la commune, et le terrain du Mille Club, qui revient quant à lui dans le patrimoine communal, ce qui n'est pas négligeable, surtout que ce sont des terrains en zone urbanisable de la commune. En résumé, malgré l'héritage de la commune compliqué, la crise du Covid, la guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences, les pénalités de l'État, nous avons su faire face en maintenant tout le service public. Et nous avons pu en rajouter avec la création du guichet unique pour tous et le service DR, le dispositif de recueil de carte d'identité et de passeport, qui est une vraie réussite puisqu'il y a déjà 318 dossiers qui ont été traités. La situation de la commune est malgré tout très fragile. La problématique, et nous la connaissons, la plus importante, est notre dette. Elle nous fragilise et nous met en grande difficulté. Seule une diminution de celle-ci permettra à la commune de souffler, du moins de respirer plus sereinement. Ainsi, l'objectif de ne pas emprunter en 2022 a été tenu. Le budget primitif de 2023 aura le même objectif.
le fait de ne plus emprunter, d'être en capacité de rembourser nos emprunts annuels, fera baisser automatiquement notre dette et nous permettra un autofinancement important, indispensable à l'investissement nécessaire à l'avenir de notre commune. L'objectif, certes très ambitieux, sera de ne plus emprunter jusqu'à la fin du mandat. Si tel est le cas, la commune verrait l'encours de sa dette sur le budget communal diminuer de plus de 7,5 millions d'euros, soit de 21 677 711 euros à 14 111 396 euros. Même sans emprunt, le capital à rembourser chaque année serait maintenu à un niveau élevé, puis diminuerait qu'à partir de 2026. Les intérêts, quant à eux, diminueraient de 50 000 euros par an dès 2023. Ils viendront compenser le lissage de la tome. Œuvrer pour le Carqueiranne d'aujourd'hui et celui de demain, dans l'intérêt général, est notre objectif depuis le début. Il aurait été beaucoup plus facile, aisé, moins fatigant, de continuer à emprunter plutôt que de se désendetter. Ainsi, pour ne pas emprunter et maintenir un investissement indispensable, il faut maîtriser le budget. Nous le verrons lors du vote du CA 2022. Les dépenses réelles de fonctionnement sont quasi identiques au BP 2022 et les recettes réelles de fonctionnement sont de plus de 1 million supérieures au BP 2022. Le résultat de fonctionnement conséquent pourra supporter le déficit en investissement par l'excédent de fonctionnement capitalisé. Un excédent reporté d'environ 1,2-1,3 million d'euros sera intégré à l'autofinancement 2023. Les dépenses de fonctionnement seront revues à la hausse pour les charges générales et de personnel, hausse des effectifs de police municipale, nous l'avons vu, l'embauche d'un DGSA, embauche aux finances, au RH. Elles seront envisagées le plus défavorablement possible, en intégrant des dépenses imprévues de moins de 300 000 euros. Les recettes de fonctionnement seront quant à elles évaluées avec prudence. Une gestion rigoureuse du budget pour une situation financière encore fragile. Il nous faut être prudents, d'autant plus que lors du mandat précédent, la commune a acquis un terrain enclavé, plutôt 2 terrains enclavés, sur la zone de la Trélette Nord et la maison Sarroca, qui jouxte la salle des fêtes, pour un montant de plus de 2,4 millions d'euros par l'intermédiaire de l'EPF PACA. La grosse problématique, et nous l'avons déjà abordée lors de conseils précédents, c'est que la commune est portée garante. La taxe foncière ne sera pas augmentée sur la part communale, mais elle devrait l'être sur les bases décidées par l'État qui suivent l'inflation de 7,1%. La diminution de la tome se poursuivra pour atteindre 9,97% à l'horizon 2026. L'investissement, si important à une collectivité, se poursuivra. Il sera de 3,6 millions d'euros à minima et pourra atteindre plus de 5 millions si les subventions d'investissement de nos partenaires, notamment de l'État, la DSIL et la DETR, seront accordées. L'école Jules Ferry est totalement rénovée pour un coût total de 2 millions d'euros. La commission de sécurité a émis un avis favorable à sa totale réouverture. La toiture de la maison Grac a elle aussi été totalement rénovée. Ainsi, 2 arrêtés de péril seront prochainement levés. Restera l'école Marcel Pagnol, dont les travaux de toiture et de rénovation du premier étage sont lancés et devraient se terminer cet été. Ainsi, le 3e et dernier arrêté de péril sera levé. Pour ne plus subir, nous espérons avoir le financement pour rénover dès cet été la toiture de Romain-le-Roland, l'école maternelle. L'étude de faisabilité concernant l'agrandissement de la police municipale est faite. Nous attendons le retour d'attribution des subventions pour lancer le projet. Le projet de l'école de voile, déjà subventionné, était en attente de la délibération de cette séance pour la modification d'occupation du domaine public maritime. Seule et uniquement seule une remise des offres avec une augmentation des prix des matériaux pourrait annuler ce projet. La réfection des cours de tennis sera lancée ainsi que la scène et les assises de l'auditorium. Des travaux importants de voirie se poursuivront pour un investissement de 570 000 euros
parents mairie. Vous vous rappelez, on avait fait cette collecte en investissement, en subvention d'équipement, et par des aides importantes sur des projets d'utilité métropolitaine. Les travaux de l'avenue Jean Jaurès côté Est se termineront fin mars. Un marché sera lancé pour réhabiliter Jean Jaurès côté Ouest en 2024. La haute corniche des Roubeaux, le carrefour boulevard de la Source, l'allée du Parc et son parking, le carrefour du Prosper, le chemin de la Forêt, boulevard Curie, le boulevard Foch, ça c'est au Paradis Nord, Dodane-Touzé du Vigier seront réhabilités cette année, après bien évidemment l'étude des réseaux humides et leur éventuel remplacement. L'investissement en LED pour 2023 sera de l'ordre de 717 000 € TTC, ce qui représentera 693 points lumineux en plus sur la commune. Ces points lumineux seront lancés sur Penaud, le chemin d'Oupétoulé, la départementale 559, le Madaudré, le Paradis, nord et sud, l'allée du Parc, la Hausse et Basse Corniche des Roubeaux, la Californie et Pompidou. Ce qui veut dire que à la fin de l'année, à la fin de ces réalisations, on sera à 50% sur la voirie en LED. 50%, on était parti, puisqu'on a fait à peu près 200-250 points lumineux, on était parti, je crois, à peu près sur 8% à 10% sur la collectivité. Donc on montera à la fin de l'année à 50% et on poursuivra l'effort pour l'année prochaine. Une étude de l'état de la digue a été lancée et je vous le dis, mes chers collègues, elle nous inquiète, elle m'inquiète. Nous attendons donc le rapport de la société mandatée. Le projet sur la départementale 559 du haut de la montée de San Salvador jusqu'à l'entrée est du village à hauteur de Fontbrun, au croisement de la D559 et D559 bis, l'enrobé, les ronds-points à la Californie, à Fontbrun et la piste cyclable a commencé avec les travaux métropole sur les réseaux humides. Le projet aussi d'un rond-point au Paradis Nord sera, je dis peut-être probablement lancé en 2024. Nous y travaillons ardemment. La publication de l'appel à projet concernant le terrain du Paradis Nord que le conseil municipal avait désaffecté et déclassé a été lancée. Nous pouvons constater que nos partenaires privilégiés que sont la métropole, le département, la région nous aide et c'est une réelle chance. Notre collectif est une force. Voilà, mes chers collègues, nos objectifs sont très élevés. Nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser. La marge de manœuvre, je vous l'accorde, est faible. Elle est ambitieuse, mais nous pensons qu'elle est réalisable. Je tenais aussi à remercier l'ensemble des employés municipaux pour leur investissement au quotidien au service des administrés. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous remercie pour toutes ces explications. La première chose que je voudrais souligner, c'est que l'Europe n'est pas destinée à rendre compte de la gestion de 2022, ce qui se fera au moment du vote du budget à la prochaine séance, mais surtout à prévoir 2023. Alors, si les obligations légales minimum sont remplies, malgré tout, pour la projection de 2023 en dehors du programme d'investissement, c'est assez imprécis. Donc, comme les années précédentes, il n'y a pas de plan pluriannuel et il n'y a pas de perspective sur les politiques publiques. Donc, les politiques publiques, la culture, le sport, la vie économique locale, qui sont quand même des thématiques très importantes pour la commune. Et donc, compte tenu de la hausse des taux d'imposition locale et des ratios qui éclatent, on peut dire quand même que vous avez une marge de manœuvre assez confortable, puisqu'entre 2020 et 2022, vous avez obtenu 3,3 millions de recettes supplémentaires. Et en fait, c'est surtout l'effort des Carqueranais qu'il faut remercier. Alors, vous nous dites également que la DGF baisse, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, elle baisse parce que nous sommes une commune riche, et plus on augmente nos taxes, eh bien, plus la DGF baissera, c'est juste mécanique. Et comme vous l'avez signalé, les bases fiscales seront revalorisées à 7,1% cette année pour suivre l'indice des prix à la consommation harmonisée. Alors, je relève aussi que c'est la même équipe administrative des finances que la municipalité précédente
qui a obtenu des résultats en augmentant des impôts, alors que M. Masson avait commencé à redresser depuis 2015, mais sans utiliser des méthodes aussi drastiques pour les Carqueranais. Il y a une augmentation des frais de fonctionnement et des diminutions pour 2023 sans beaucoup d'explications. Et je rappelle encore une fois que concernant la baisse des habitants de 150 habitants par an, ça aura aussi des répercussions sur notre DGF et que cette perte de population est très négative pour la collectivité. Enfin, concernant les logements pour tous, il faut assumer votre choix politique de ne pas développer une politique de réduction de la carence et de ne pas respecter la loi nationale. Enfin, je vois qu'il y a un montant prévu de 450 000 € à 500 000 € affectés à l'achat de biens, donc des véhicules, de l'outillage et du mobilier. Et je rappelle encore une fois qu'il ne faudra pas oublier de présenter au conseil municipal la délibération obligatoire sur l'utilisation des véhicules de service et de fonction. Enfin, vous étiez engagé à indiquer les subventions en nature reçues par les associations dès 2021 au budget primitif. Or, une simple mention sans détail a été mise dans cette colonne. Donc, pour 2022, je vous remercie de bien vouloir indiquer les montants des subventions en nature qui devront apparaître au regard de chaque association bénéficiant. Merci, Monsieur le maire. Alors, Madame Daguet, que vous répondre? Bon, déjà, c'est votre orientation, c'est pas la nôtre. Je pense que c'est pas l'orientation des Carqueranais et des Carqueranaises. Qu'auriez-vous fait avec 24 millions d'euros de dettes à votre arrivée, en étant convoqué au réseau d'alerte de la préfecture, avec, je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous le zappez très rapidement, les moins 10 jours de fonds de roulement, 24 millions d'euros de dettes, tout budget confondu, la ville la plus endettée du Var par habitant, 1,5 million d'emprunts systématiques, une ligne de trésorerie d'1,5 million d'euros, une capacité de désendettement de 17,73 années. C'est sûr qu'il fallait avoir du courage, et nous en avons eu. Alors, effectivement, oui, on ne va pas se cacher, mais comme toutes les autres collectivités, il a fallu augmenter la taxe foncière, mais je vous oriente sur les taxes foncières des villes voisines et vous verrez qu'on est à peu près dans les mêmes orientations que les autres communes. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'arrêt de la taxe d'habitation a mis à mal aussi la collectivité. C'est très bien pour les administrés, mais a mis à mal énormément la collectivité. Ça a été un manque à gagner. Alors, résumer ça avec tous les efforts que l'on fait depuis 3 ans à simplement dire vous avez augmenté la fiscalité, c'est court. Et j'allais dire, c'est quand même petit. Parce que on a quand même baissé les charges générales à moins de 2 millions d'euros sur la première année, alors que les charges générales précédemment, encore fallait-il assister aux conseils municipaux précédents, étaient de l'ordre d'entre 3, 4 et 5 millions d'euros. Alors, résumer ça, c'est vraiment très restrictif. Ensuite, nous avons baissé les acquis des fonctionnaires, c'est la réalité, avec des régimes indemnitaires abyssales, avec des heures supplémentaires qui étaient institutionnalisées. Donc ça aussi, il a fallu y remédier. Ensuite, il a fallu, oui, vous aurez accès bien sûr à tout le budget sur les associations. Après, moi je vous l'ai dit, Madame Daguet, j'ai absolument rien à cacher. D'ailleurs, on a baissé à notre arrivée de plus de 100 000 euros les subventions aux associations, de 340 000 à 240 000. Alors, je vous donnerai accès, vous l'avez demandé à mes services, on vous laissera accès à toutes les subventions, vous y chercherez ce que vous y chercherez, vous y trouverez rien parce qu'il n'y a rien à trouver, mais bon, on vous laissera creuser. On vous laissera creuser. Alors oui, il fallait avoir du courage. Augmenter la taxe foncière, oui, il fallait avoir du courage. Il n'y a pas grand monde qui l'aurait fait, elle aurait dû être augmentée depuis très longtemps parce qu'elle avait un taux qui était très bas. Voilà, contrairement aux autres communes. Deuxièmement, toucher aux subventions des associations, il fallait le faire, il fallait oser, on l'a fait. Je ne suis pas certain que vous, aux commandes, vous l'auriez fait. Toucher aux acquis des fonctionnaires, il fallait aussi avoir du courage. Nous l'avons fait. Est-ce que vous l'auriez fait? J'en suis pas certain. Voilà. Donc, c'est très très facile de dire ça. On a restructuré tous les services. Et quelque part, je prends la défense de la collectivité. Je prends des élus qui travaillent, qui ne comptent pas leurs heures pour redresser la situation de la commune. Il fallait la prendre, il fallait avoir du courage. Il fallait avoir du courage. On l'a fait. Alors, vous voyez les choses comme ça, c'est bon, pourquoi pas. On n'attendait rien d'autre, mais voilà, si c'était si simple d'augmenter
les impôts fonciers et de gérer une collectivité, ça se serait. Mais je pense qu'on a fait beaucoup plus, beaucoup plus. Et je pense que tout ce qu'on est allé chercher, je vous donne un exemple sur la voirie. On avait 80 000 euros de voirie à l'époque budgétisée par la commune. On est monté à 570 000 euros commune. On est compte, on avait un budget juste pour faire 2 places de parking. On est allé chercher ce qu'il fallait à la métropole, au département, à l'État. On était inconnus des services de la métropole. Vous vous rendez compte? Inconnus. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu tout un travail, etc. Donc, c'est très restrictif, votre commentaire. C'est même désobligeant pour l'ensemble de mes collègues, de l'équipe municipale, des associations, parce que beaucoup d'associations ont compris, d'ailleurs n'ont pas demandé de subvention aussi. Voilà, donc après, bon, c'est votre orientation. Quant au fait, sur les véhicules de fonction de service, la délibération passera, vous inquiétez pas, elle passera, ça aussi, c'est petit. Ça passera en conseil municipal dans 3 semaines, vous inquiétez pas, ça sera fait. Quant aux logements sociaux, on attribue, il y a 240 demandes de logements sociaux sur la collectivité. On nous demande d'en faire 1000. Je ne vais pas en faire pour qu'ils soient inoccupés. Madame Daguet, il y avait un contrat de mixité sociale qu'on a arrêté. Vous étiez pour 580 logements sociaux. Pour qu'il soit fait, il fallait doubler ou tripler la capacité foncière. Il aurait fallu faire 1600, 1800 logements. Ce qui veut dire à 2 personnes par logement serait fait à peu près entre 3000 et 3500 personnes. Mais comment, en ayant la ville la plus endettée du Var par habitant, vous alliez faire supporter ça? Mais ce n'est pas un taux de l'augmentation du foncier. Vous savez comment on l'aurait multiplié? Par 20 ou 30%, mais chaque année. Mais heureusement que vous n'avez pas été aux commandes, parce que vous plaignez que les Carqueranais payent la taxe foncière, mais avec vous, ils auraient payé mais 20% par an d'augmentation. Comment vous auriez fait pour accueillir 3000 personnes? Comment vous auriez fait? Mais expliquez-nous. Expliquez-nous. On attend. Moi, j'attends votre réponse. Comment vous auriez fait? Je ne sais pas. Alors, vous arrivez en plein conseil, vous balancez sans savoir. Et donc, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce qu'en plus de mettre à mal l'environnement que vous défendez tant, que vous défendez tant, vous auriez défiguré Carqueiranne, et en plus, vous auriez fait partir peut-être la moitié de la population carquéranaise qui n'aurait plus payé la taxe foncière. Voilà. Donc, il faut aller... C'est très restrictif et c'est pas la réalité. C'est vraiment pas la réalité. Et je vous invitais plusieurs fois à venir me voir. Vous avez jamais daigné me voir. Et je vous aurais expliqué, j'aurais même pas eu besoin de dérouler là, ça ce soir. Je vous aurais expliqué. Oui, on veut. Moi, j'en viens du logement social. Oui, il en faut. Parce que je reçois des personnes. Mais marche par marche, escalier par escalier. Ça ne sert à rien de parler le 3e étage et de redescendre au sous-sol. Hein. C'est pas ça de gérer une collectivité. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc après, c'est votre vision des choses. C'est pas la nôtre. On peut se tromper. Je me suis probablement déjà trompé. Mais être aussi restrictif, c'est pas entendable et c'est pas recevable parce que c'est pas la réalité. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail et je vous remercie parce que l'ensemble du conseil municipal a œuvré en ce sens. Et quand je dis l'ensemble, je le pense. Voilà. L'ensemble du conseil municipal voilà, donc vous êtes partis, vous nous l'avez dit, vous êtes dans l'opposition, vous vous opposez. Bon, c'est pas grave. Nous, on travaille pour l'intérêt général, on avance. Je pense que les Carqueiranais en ont conscience. Reprendre la collectivité qu'on a repris dans l'état où elle était, il fallait avoir du courage. Et heureusement qu'on a pris ces décisions-là, parce que sinon, avec toutes ces problématiques que j'ai citées précédemment, entre le Covid, entre la guerre en Ukraine et les charges générales, l'imprévisibilité des marchés, la prévision des marchés, il a fallu récupérer aussi 850 000 euros de pénalité SRU sur des projets déduits non réalisés. Là, le PEF-PACA est venu nous voir pour 2,4 millions. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Il va falloir encore travailler. Il va falloir faire, je ne sais pas, on va voir comment on va s'en sortir. Mais il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, je remercie l'ensemble des employés qui ont compris, parce ils ont bien compris qu'on était tous dans le même, et l'ensemble du conseil municipal a bien compris. Et quand je dis l'ensemble, je le répète, l'ensemble a œuvré pour l'intérêt général. Et je pense que les Carqueiranais se sont pas trompés. Voilà. Ils ont voulu élire une équipe qui avait du courage. On a eu du courage. On ne se trahira pas. On fait tout dans l'intérêt général. Ça aurait été bien plus simple de ne pas prendre ces mesures. Bien plus simple. On les a prises. Et on est content du travail effectué. Je remercie encore une fois tous les employés municipaux, toutes les associations qui ont compris, tous les administrés que je peux rencontrer, que nous pouvons rencontrer, et qui comprennent que la difficulté de cette collectivité quand nous l'avons trouvée. Voilà.
Monsieur Etienne. Merci de me donner la parole. L'analyse faite par Madame Daguet n'engage qu'elle. Pour avoir été pendant des années au Rassemblement pour Carqueiranne, nous nous sommes battus pour arriver au résultat que vous venez d'arriver. On n'aurait peut-être pas fait de la même façon, et je tiens à saluer ce qui a été fait par votre groupe, et je ne souhaiterais pas qu'il y ait fait de l'amalgame entre ce que dit aujourd'hui Madame Daguet et le groupe Rassemblement pour Carqueiranne que je ne représente pas, puisque ce groupe n'a pas été élu. Mais il est important de savoir que la majorité des gens avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans, aujourd'hui, ceux que je connais sont satisfaits de ce qui se passe à Carqueiranne. Et voilà, je voulais le souligner, c'est pas le reflet de ce que nous voulions à l'époque. Les termes de Madame Daguet, c'est pas le reflet de ce que nous voulions à l'époque. Et c'est pas Madame Daguet qui aurait été au pouvoir de toute façon si on avait été élu. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Etienne. Est-ce que d'autres souhaitent prendre la parole? Pardon, François. Excuse-moi. Donc, s'il n'y a plus de questions, donc je vous propose de constater que le débat relatif aux orientations budgétaires s'est bien tenu, avec pour appui le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été transmis. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, les communications, les décisions vous ont été transmises. Voilà, un débat d'orientation budgétaire qui a été fait. Le conseil municipal est terminé. Je vous retrouve dans 3 semaines pour le vote du compte administratif 2022. Et vous verrez qu'on n'est pas loin du compte et qu'on n'est pas loin du budget primitif de 2022 et que on repartira dans de bonnes bases pour le budget de 2023. Je vous remercie pour la bonne tenue des débats et je vous souhaite une bonne soirée et à dans 3 semaines. Merci.